que l'OMLE, développé depuis 7 ans par les militants et les sympathisants du MRC, soit transféré à cette population qui est déjà redoutée par l'ordre dominant, parce qu'il n'y a plus possibilité de pouvoir stigmatiser. La preuve en est que tous les communicants de l'hégémonisme écan sont aujourd'hui totalement muets face à la montée en puissance de la dynamique politique nordiste. Ça, c'est clair. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que jusqu'ici, des acteurs comme le professeur Maurice, comme le professeur Mathias Onangini ou Elibi Lobé, jusqu'à présent, n'ont pas encore trouvé un nom pour stigmatiser la base électorale du Grand Nord. Vous aimez voir avec les yeux. Jusqu'à ce jour. Pourtant, ils sont assez prolifiques lorsqu'il faut stigmatiser les militants du Sud, les talibans, les Kamtoto, les ceci et cela. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est muet, on prend la chose avec beaucoup de pincettes. Ah oui, c'est ça. C'est très facile pour le ministre de l'administration territoriale de penser, de manquer le respect à Maurice Kamto. Mais lorsqu'il s'agit d'un Bello Bouba Maïgari, lorsqu'il s'agit d'un Issa Chiroma Bakari, il commence à perdre ses mots. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, le système, l'ordre dominant est en train de comprendre qu'il aurait été préférable de laisser Maurice Kamto. Quoi? Écoutez très bien. Justement, vous avez évoqué un ministre tout à l'heure qui est allé sur un plateau de France 24 parlant justement du grand dialogue national et en mettant, je dis, en battant en brèche les propos de son patron. Il s'agit du ministre de l'administration territoriale qui, il y a quelques heures, dans un point de presse, a une fois de plus eu un ton assez particulier vis-à-vis des acteurs politiques en course, l'élection présidentielle, estimant qu'il n'y aura pratiquement pas de revendications après l'élection présidentielle. Les revendications doivent se faire dans des cadres normaux. Il ne faudrait pas appeler les gens à descendre dans la rue et un certain nombre de choses. Alors, un discours que beaucoup estiment véritablement maladroit, parce qu'au sortir de là, on aurait le sentiment qu'il est clairement en train de dire que si on décale le président bien vainqueur, personne ne devrait respecter. Comment avez-vous vécu cela quand vous avez vu son discours? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je crois que ces états d'âme ou ces émotions relève désormais de l'ordre de la banalité. C'est-à-dire ça veut dire qu'il est dans son élément habituel et ça ne surprend personne, donc il n'y a pas de nouveau dans sa posture. Il est clair que pour des tenanciers de la branche fondamentaliste, le discours doit rester constant, la véhémence doit rester constante, l'agressivité doit rester constante. Mais ce qu'ils doivent savoir ou retenir, c'est que on ne contrôle pas l'émotion d'un peuple. On ne contrôle pas la rationalité d'un peuple. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, et par le peuple, à travers parfois ses représentants. Il doit savoir que la démocratie ne définit pas des modalités exclusives d'expression des états d'esprit, des états d'âme ou des émotions des peuples, des populations. Il est clairement indiqué dans notre constitution qu'on peut manifester. Le droit à la manifestation est un droit consacré aussi bien par les textes locaux que par les textes internationaux, les chartes. Donc, qu'on ne laisse pas l'impression, tant pour moi, que manifester relève de l'anticonstitutionnalisme ou de l'antirépublicanisme. Cette manière de parler à chaque fois, avec beaucoup de menaces, avec l'envie de mettre des personnes en prison, est-ce que dans un état normal, des discours pareils devraient se tenir, surtout dans un état dit démocratique? Je crois que le problème ne se pose pas en termes de normalité. Oui. Parce que face aux poissons fumés, poissons secs, il faut tout simplement attendre leur effritement. À chaque fois qu'on veut les brutaliser ou tout simplement on veut les regresser. Donc, le jour où le peuple camerounais va décider de regresser les poissons fumés de Yaoundé, ils vont se fracasser. Ils vont se fracasser. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans leur jeu. Il faut continuer à éduquer les masses, à rappeler aux masses quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs. Je crois que les fondamentalistes, comme d'habitude, ont déjà les résultats du scrutin du 12 octobre. Mais ce qu'ils redoutent, c'est tout simplement l'acceptation de ces résultats biaisés, fabriqués par la population. C'est pourquoi ils veulent l'amener dans le champ qu'ils semblent maîtriser, le champ qui leur est favorable, le champ entre guillemets de la légalité ou du groupe du juridisme,
pourtant on est en situation d'usage politique flagrant et grossier du quoi. On tente de vous embarquer, de vous encastrer dans quelque chose qui, de façade, semble relever du quoi, mais qui au fond s'affirme beaucoup plus comme une utilisation politique du quoi. Oui. Donc, une chose est de gagner Biya dans les urnes, une autre est de lui faire accepter sa défaite. Vous pouvez bien gagner Biya dans les urnes et il n'accepte pas sa défaite. À ce moment précis, on vous demande de faire confiance à ceux qui aident Paul Biya à ne pas accepter sa défaite au nom de la républicanité, au nom du droit. Or, lorsqu'on est effectivement soucieux du droit et de son application, on fait des efforts de respecter le canevas juridique qui a été défini pour un jeu électoral transparent, libre et juste. Lorsqu'on est soucieux du droit, on s'arrange à ce que les institutions en charge d'organiser et d'arbitrer le jeu électoral soit crédible, soit impartial. Oui. Mais du moment où vous tordez le cou au droit, vous privatisez les institutions, vous les mettez au service de vos réflexes d'éternisation au pouvoir, à ce moment précis, vous voulez tout simplement conduire le peuple dans votre enclos ou dans votre abattoir pour aller l'étouffer sur le terrain du droit biaisé ou du droit contrôlé. Je crois qu'aujourd'hui, pour nous, il faut laisser le peuple s'exprimer. Le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, signifie tout simplement que c'est le peuple qui décide du comment il doit défendre ses intérêts lorsqu'il réalise qu'ils sont marginalisés ou alors ces droits sont entamés suffisamment par des acteurs malveillants. Il n'y a pas une modalité exclusive d'expression des intentions ou des états d'âme du peuple. Il faut que les acteurs politiques de Yaoundé comprennent que le peuple finira un jour par se libérer. Et dans le cadre du contrat social, il faut insister dessus, dans le cadre du contrat social, les théoriciens disent que le citoyen donne une partie de ses libertés, une partie de ses libertés aux léviathans, aux dirigeants, aux gouvernants. La liberté de les diriger, la liberté de gérer les ressources, la liberté de pouvoir assurer leur sécurité. Une partie. Alors, pourquoi le citoyen reste avec l'autre partie? Parce que le citoyen donne une partie. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne donne pas l'autre partie? Il ne donne pas l'autre partie parce que cette partie lui permet de contrôler les abus ou d'arrêter celui à qui il a donné la première partie. Oui. Alors, du moment où le peuple camerounais a donné une partie de ses libertés à Elekam, au Conseil constitutionnel, au gouvernement, afin de lui permettre de choisir de manière libre, si ce peuple se rend compte que ces libertés sont utilisées de manière anarchique ou contre lui, à ce moment, ce peuple peut donc activer la liberté qu'il n'a pas donnée à ses gouvernants, à Elekam, au Conseil constitutionnel, pour rappeler les uns et les autres à l'ordre. Moi, je crois que si les gens se lancent de manière précipitée, je crois que c'est quand même tôt. C'est tôt de s'engager dans ce type d'action préventive, dans ces accusations péremptoires, Est-ce que ça cache, par exemple, une idée selon laquelle c'est clair que le président Biya peut perdre cette élection, mais que personne ne part dans la rue revendiquer? Lorsque vous êtes convaincu que les choses vont se passer de manière normale, que Elekam va publier une liste des candidats retenus sans parti pris, lorsque vous êtes convaincu que le Conseil constitutionnel va dire le droit accessible à tous, le droit qui va pénétrer les cerveaux de tous, y compris les plus bas des en bas d'en bas, est-ce que vous avez besoin de militariser tout le pays 3 semaines avant ou des semaines en avance? Vous n'avez pas besoin de cela. Vous ne pouvez le faire que si vous êtes convaincu que les décisions qui sortiront des chapelles de ces deux institutions relèveront en fait d'un règlement de compte politique ou d'une forfaiture, ce que nous avons qualifié de gangstérisme d'État. Ce n'est qu'à ce moment. C'est comme quand vous promenez dans les rues de Yaoundé, ayant la conscience tranquille que vous ne devez rien à personne. Est-ce que vous allez vous entourer de 1000 gardes du corps, de 5000 gardes du corps? Du tout. Alors, si vous voyez un président, un ministre, chaque fois prendre en considération de manière méticuleuse sa sécurité, c'est parce qu'il est convaincu qu'il a des ennemis en quantité commerciale dans les rues ou dans les quartiers. Oui. Est-ce qu'un président de la République qui est vraiment populaire a besoin de toutes ces gardes? Aux États-Unis,
que les présidents ne sont pas gardés, ils sont gardés, mais il n'y a pas le protocole dissuasif. Est-ce que vous avez déjà vu à l'occasion d'une balade de Donald Trump ou d'Emmanuel Macron, des gens qui ont, qui ont les camisoles, les militaires qui sont postés à chaque 50 mètres, ou alors j'avais assisté à quelque chose d'inimaginable en 2016 ici, à Oja, où à l'occasion d'une sortie du président de la République pour l'aéroport, on nous avait parqué quelque part derrière la gendarmerie et on était à 10 mètres de la chaussée et derrière la gendarmerie, mais le militaire a quand même pris le soin de nous pointer l'arme dessus. On dirait qu'on était des agents très dangereux, donc j'étais avec les mamans qui avaient leurs petites marchandises et tout. Donc vous voyez que si on commence déjà à menacer les populations, engager une action préventive alors que nous ne sommes que dans des échauffements, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se prépare, et aussi ils ont déjà pris la pleine mesure de l'engagement du peuple camerounais à surveiller ses votes, à défendre ses votes. Ils ont également compris, parce qu'avant, les consultations entre ceux qui sont présentés aujourd'hui comme des espoirs, et le professeur Maurice Kamto, le ministre de l'administration territoriale, était dans son coin. On l'a même oublié, on n'a même pas su qu'il était encore dans ce pays. Mais curieusement, dès qu'il a senti que Maurice Kamto revient dans l'affaire, la menace est devenue plus pesante dans leur cerveau, dans leurs esprits, au point où ils ont compris que non, si ce monsieur revient encore dans cette affaire, ça veut dire que la décision du Conseil constitutionnel ne l'a pas finalement neutralisé. Alors, est-ce que le retour de Maurice Kamto aujourd'hui dans le game peut être plus redoutable qu'avant le rejet de sa candidature? Exactement. Je l'ai beaucoup expliqué ces derniers temps pour dire que je suis convaincu que le régime de Yaoundé est en train de regretter ce choix d'éliminer la candidature du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pourquoi? Je le dis parce que avant la forfaiture, le gangstérisme d'État au Conseil constitutionnel, la polarisation du jeu électoral de 2025, du 12 octobre 2025, se jouait entre partis politiques. MRC, parti d'opposition, et RDPC, parti au pouvoir. Avec l'élimination du professeur Maurice Kamto, il y a eu, dans un premier temps, une certaine reddition, une certaine défaite psychologique, mais avec le temps, les uns et les autres se sont remis du coup. Et ils sont devenus plus qu'engagés. Engagés, non pas parce que il y avait un parti politique à même de pouvoir atteindre les objectifs recherchés par le professeur Maurice Kamto au MRC, mais parce que ils ont vu une alternative à même de pouvoir compenser le vide laissé par le MRC, le parti politique. Et là, l'alternative n'est plus seulement politique ou partisane, c'est une alternative ethno-régionale, suivant le gentleman agreement de l'axe nord-sud. Il y a eu une redéfinition en fait de l'axe de lutte, ou une redéfinition de la polarisation du jeu électoral. Le jeu électoral ne pose plus deux partis politiques, il oppose désormais deux blocs ethno-régionaux, avec un bloc qui est un peu émasculé parce que une partie de ces sociétés est en train de faire allégeance au bloc ethno-régional nord, et ça devient très compliqué. Ça veut dire quoi en langage simple? Si Maurice Kamto était resté dans le game, le régime allait avoir affaire à un seul parti politique redoutable. Le régime allait avoir affaire à un seul homme politique, bon, accompagné de quelques acteurs de l'APC. Le régime allait compter sur des larrons. Ça veut dire des partis qui pouvaient venir jouer les troubles faits pour atténuer la frontalité de la lutte. Or, dans le cadre de la définition de l'axe de lutte nord-sud, ça devient difficile parce qu'il n'y a plus de larrons. Il n'y a plus de larrons. Le larron aurait pu être le bloc ethno-linguistique anglophone qui pouvait venir intervenir et dire que, ok, la bagarre, mais avec atténuation. Or, le bloc anglophone est aujourd'hui démantelé, paralysé par la crise sécessionniste. Alors, il reste deux blocs sociologiques qui vont donc s'engager de manière frontale. Et il ne faut pas se leurrer. Le vote dans notre pays est d'abord communautaire, même pas dans notre pays, même ailleurs. Vous avez aux États-Unis le vote hispanique, le vote des minorités noires, le vote des immigrés. Donc il y a toujours des approches identitaires dans des alignements électoraux. Et le Cameroun évolue dans cet environnement
Regardez les bases des partis politiques au Cameroun. Vous prenez l'UDC, vous prenez l'UPC, vous prenez le RDPC, vous prenez le MDR, vous prenez le PCRN, vous prenez le MRC également. Vous allez voir qu'il y a des affinités communautaires qui gouvernent les choix des partis politiques ou des actions partisanes. Alors si on rentre, on revient sur la nouvelle définition de l'axe de lutte, ça veut dire nord-sud. À ce moment précis, vous avez trois grandes régions qui revendiquent une population qui ces dernières années a manifesté une envie de repositionnement dans le champ politique en puisant dans ce qu'on peut qualifier d'ayidjoïsme, c'est-à-dire le retour du pouvoir dans le Grand Nord, des idées ou des projets portés par des acteurs comme Guibaï Gatama. Alors, ce sont des années de réflexion, ce sont des années de préparation, et aujourd'hui, l'élimination du professeur Maurice Kamto s'affirme comme une offrande pour les tenanciers de cette polarisation de la lutte. Et vous avez deux fils du Nord, Issa Chiroma et Bello. S'ils coalisent, ça devient plus grave. S'ils ne coalisent pas et que le peuple finit par choisir son candidat, ça devient grave. Donc il est clair que, avec le professeur Maurice Kamto, même la surveillance des votes pouvait faire l'objet d'une certaine obstruction, en essayant d'apporter des éléments de légitimation du genre, ce sont des fauteurs de troubles, ce sont les tenanciers de l'insurrection, ce sont les Bamileke, c'est le MRC, c'est ceci et cela. Mais là, si on arrive à concrétiser la dynamique en cours, la dynamique qui se profile à l'horizon, il est clair qu'il sera difficile pour le régime de dire que c'est une action d'une tribu, de dire que c'est une action d'un parti politique. Il sera difficile pour le régime de faire aux populations de la région, du bloc nordiste, ce qu'il peut faire lorsqu'on se retrouve dans des situations intra-sudistes. Ça devient compliqué. C'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure le silence du ministre de l'administration territoriale depuis l'élimination de Maurice Kamto, qui ne ressort que maintenant. Pourquoi depuis que les fils du Grand Nord sont engagés, pourquoi depuis qu'ils sont engagés dans des actions de face à face, on n'a pas entendu le ministre de l'administration territoriale? On a vu le cas de Meskin, on a eu le cas de Menganga. Pourquoi il n'est pas sorti? Alors on peut dire tout simplement que lorsqu'il s'agit des acteurs politiques du Sud, la batterie du Moulinex se met en place. Ou bien fonctionne normalement. Normalement. Mais lorsqu'il s'agit des situations dans le Grand Nord, la batterie affiche faible. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui les uns et les autres ont peur que l'OMLE, développé depuis 7 ans par les militants et les sympathisants du MRC, soit transféré à cette population qui est déjà redoutée par l'ogre dominant, parce qu'il n'y a plus possibilité de pouvoir stigmatiser. La preuve en est que tous les communicants de l'hégémonisme écan sont aujourd'hui totalement muets face à la montée en puissance de la dynamique politique nordiste. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que jusqu'ici, des acteurs comme le professeur Maurice, comme le professeur Mathias Owonangini ou Elibi Lobé, jusqu'à présent, n'ont pas encore trouvé un nom pour stigmatiser la base électorale du Grand Nord. Jusqu'à ce jour. Pourtant, ils sont assez prolifiques lorsqu'il faut stigmatiser les militants du Sud, les talibans, les Kamtoto, les ceci et cela. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est muet, on prend la chose avec beaucoup de pincettes. C'est parce qu'ils ont compris ce que nous comprenons aussi. Donc, c'est très facile pour le ministre de l'administration territoriale de danser, de manquer le respect à Maurice Kamto. Mais lorsqu'il s'agit d'un Bello Bouba Maïgari, lorsqu'il s'agit d'Issa Chiroma Bakari, il commence à perdre ses mots. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, le système, l'ordre dominant est en train de comprendre qu'il aurait été préférable de laisser Maurice Kamto, parce qu'avec lui, on pouvait quand même compter sur l'émiettement des voix. On pouvait éviter l'axe de lutte frontal. On allait avoir un axe de lutte assez tendu, mais avec des larrons qui allaient venir grignoter les voix. Oh là, ça devient un peu complexe pour le système des régimes éternitaires. Est-ce que vous appelez désormais les peuples à se mettre ensemble, question de chasser tous les dirigeants qui souhaitent par exemple violer les constitutions? Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chassement ou tout simplement l'évincement des différentes dictatures à la tête des États éternitaires ne constitue pas la seule modalité de
de lutte contre les régimes éternitaires. Nous avons évoqué tout à l'heure 2 options. Soit les troisième voies mettent la pression sur les régimes éternitaires pour qu'ils procèdent finalement à des changements significatifs, ça veut dire qu'ils changent, soit ces régimes éternitaires changent, soit on leur met la pression pour qu'ils libèrent finalement le plancher. Donc il y a 2 options, parce qu'il ne faut pas laisser l'impression que la dynamique de la troisième voie, c'est de mettre en déroute de mettre en déroute les hommes à la tête des régimes éternitaires. Non, les régimes éternitaires sont des systèmes de gestion des États fondés sur le patrimonialisme, fondés sur les bases néocoloniales. Donc, il ne suffit pas seulement de changer les gens à la tête de l'État, mais de changer le mode de fonctionnement des États, le mode de gestion des États. Donc, du moment où on se rend compte que les régimes éternitaires ne veulent pas se transformer en régime démocratique, à ce moment, les acteurs de la troisième voie activent la deuxième option, qui est donc celle du départ de ces différents régimes. Donc, nous ne sommes pas fixés sur une seule option, il y en a 2, et on offre la latitude au régime éternitaire de choisir quelle est l'option la plus agréable pour eux. Mais toujours est-il que la décision revient aux acteurs de la troisième voie, qui jouissent d'une certaine crédibilité parce qu'ils sont transpartisans, qui jouissent également d'une certaine notoriété du fait qu'ils sont ce qu'on appelle les prescripteurs des votes, ou tout simplement les donneurs de voix. Nous venons à l'actualité politique camerounaise qui est marquée par l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Dans quelques semaines, les Camerounais iront au vote, mais une actualité vient de toucher le Cameroun et même la communauté internationale. C'est la sortie de Brenda Biya, la fille du président Biya, qui appelle clairement à ne pas voter pour son père. Comment est-ce qu'une sortie pareille peut être interprétée? Je crois qu'il serait aussi pour un souci d'équilibre d'évoquer également le démenti. Je ne sais pas si il a été s'il a déjà été authentifié autant pour moi. Mais toujours est-il que pour moi, dans une vidéo quelques jours après. Pour moi, la deuxième sortie, c'est tout simplement une mécanique de sauvetage ou tout simplement une mécanique d'atténuation ou de réparation de quelque chose qui a sonné dans le tympan de l'ordre dominant comme une abomination. Mais toujours est-il que pour nous autres, le plus important, c'est le premier message qui était beaucoup plus sincère, qui relevait de ce qu'elle pensait. Je crois que la sortie de la fille du président met en avant une certaine revanche familiale et aussi une revanche politique, revanche familiale dans la mesure où on verrait dans cette sortie une certaine dénonciation de ce qu'on peut qualifier d'irresponsabilité parentale ou d'incompétence parentale, deux notions chères aux psychologues qui ont toujours pensé que les écarts observés chez les enfants peuvent découler de ces 2 dynamiques, l'irresponsabilité parentale et l'incapacité parentale. L'incapacité parentale, c'est en fait le déficit observé chez les parents à pouvoir encadrer les enfants. Ça veut dire qu'ils manquent de compétences pour encadrer un enfant. Ils ne savent pas élever un enfant. Ça, c'est l'incapacité parentale. Et l'irresponsabilité parentale relève du fait que les parents peuvent revendiquer une certaine compétence, une certaine volonté d'ailleurs pour élever les enfants. Seulement, il manque de volonté. Ils ont la compétence, mais ils manquent de volonté. Ils sont de mauvaise foi. Ils abandonnent comme ça leurs enfants. Pourtant, ils ont la possibilité, les capacités pour pouvoir bien les élever. Il y a également la revanche politique, parce que Brenda se considère comme une victime du système. Il ne s'agit pas seulement d'une accusation à l'égard des parents, c'est une accusation contre le système, parce que dans ces différentes sorties, elle convoque des acteurs qui ne sont pas forcément membres de sa famille, même si elle peut utiliser des termes paternalistes pour atténuer en fait les relations assez tendues entre ces différentes personnalités. Mais toujours est-il que on ne peut pas facilement justifier le fait qu'il y ait à chaque fois des noms des apparatchiks du système dans les déboires purement privés de Brenda Biya. Donc elle se considère comme une otage du système, une victime du système, une sacrifiée du système politique. Et aussi elle dégage de temps en temps des relents d'une certaine revanche politique par procuration. Ça veut dire qu'en regardant la situation des Camerounais de temps à autre, il lui arrive de pouvoir développer une certaine compassion. Et je crois que ce sont ces 2 dimensions d'analyse qui doivent être considérées dans la compréhension du phénomène Brenda Biya. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui devrait intéresser les Camerounais, ce n'est pas forcément la trajectoire de la fille, ce n'est pas forcément sa vie privée, mais la pertinence de cette déclaration. Pour faire simple, est-ce que ce que Brenda a dit est pertinent? Est-ce que ça vaut la peine? On répondra tout simplement par l'affirmative, en disant qu'il y a une nécessité
de voter pour tout le monde le 12 octobre, sauf pour son père, Paul Biya. Elle a bien fait de ne pas désigner qui devrait finalement bénéficier de ce vote contre son père. Mais toujours est-il que pour un Camerounais qui vit la misère, que ce soit de manière personnelle ou par procuration, il est difficile d'accorder encore une once d'attention électorale à monsieur Paul Biya. Donc je crois que nous sommes tout à fait d'accord avec Brenda Biya. Nous prenons en compte sa première sortie. La deuxième, on s'est dit, c'est sous la pression des réseaux ou tout simplement de ses parents. La sincérité réside beaucoup plus dans sa première sortie. Parce que justement, dans la deuxième, elle dit qu'il ne faut pas prendre ses propos en considération. D'ailleurs, elle ne connaît absolument rien de la politique. Vous avez le sentiment qu'on lui a tapé sur les doigts? Exactement. Donc, on connaît comment le système fonctionne. Vous avez souvent vécu des situations où on amène des hautes autorités. Le professeur Agrégé a assez de dire en public parce que la branche fondamentaliste estime que l'autorité en question est allée au-delà de ce qu'on attendait d'elle. Dans le cas concret, vous avez des rectificatifs qui sont apportés de manière publique par d'autres apparatchiks. Je vais prendre deux cas simples. Le Premier ministre, chef du gouvernement, estime que le dialogue sera inclusif, tous les acteurs seront appelés à la table du dialogue. On parlera après, de la forme de l'État. Voilà, jusqu'à la forme de l'État, mais quelques heures après, vous avez un autre apparatchik qui vient mettre en déroute tout ce qu'a dit entre guillemets son chef, le Premier ministre. Je prends également le cas de la sortie d'Emmanuel Sadi, qui estime que la probabilité pour que le président de la République soit candidat en 2025 est de 50-50. Après quelques heures, on a une sortie expéditive sur les antennes du même média du ministre Jacques Famondongo qui vient contredire, qui vient apporter un démenti. Donc il y a dans cette deuxième sortie de Brenda quelques relents ou si vous voulez quelques gestes de manipulation de la fille. On ne sait pas quelle a été la contrepartie, parce qu'il faut aussi dire qu'avant qu'elle ne fasse la sortie, avant qu'elle ne s'exprime de manière sincère, il y a eu probablement ou certainement quelque chose ponctuel ou conjoncturel qui n'a pas marché entre ses parents et elle. Mais toujours est-il que, comme je le disais tout à l'heure, le plus important pour nous, c'est de comparer les deux vidéos et de voir parmi les deux laquelle fait transparaître. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.